Et bienvenue sur un récap de l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et donc là, on va parler de justement faire la compilation des sondages donc après une semaine de guerre en Ukraine, donc un peu plus d'une semaine. Comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, la guerre avait peut-être déjà commencé en Ukraine, mais l'impact dans les sondages n'était pas encore très net. C'est vraiment cette semaine où on a pu commencer à mesurer les vrais impacts de la guerre en Ukraine sur les intentions de vote. Et nous allons voir ça avec différentes compilations. Donc ici, c'est donc tous les instituts de sondage. Pour rappel, le principe de ce graphique, c'est que j'ai pris l'ensemble des publications de sondagères de la semaine et j'en ai fait les moyennes. Alors je ne pondère pas par rapport à la taille des échantillons, tout simplement parce que les corrections qui sont apportées valent bien la précision des échantillons. Il y a l'échantillon le plus faible, c'est un peu plus de 900 personnes et il n'y en a eu qu'un seul. Pratiquement tout le monde est à 1500 personnes interrogées. Donc on va commenter un petit peu. Donc sans surprise, Emmanuel Macron profite beaucoup en termes sondagiers. Donc c'est pas forcément le cas du personnage lui-même, mais en tout cas sa cote dans les sondages lui profite puisqu'il a augmenté de plus de 3 points en une seule semaine. Donc forcément il y a un effet union sacrée autour des nations. Donc c'est une guerre qui se passe sur le territoire européen où pour plusieurs raisons géopolitiques, on se sent un petit peu visé à l'intérieur de l'Union européenne et notamment en France, puisque on a eu quand même quelques menaces nucléaires contre certains pays de l'Union européenne, donc avec normalement assistance de la France en cas d'attaque. Et suivi ensuite Marine Le Pen, donc qui est plutôt stable entre 16 et 17%. Donc elle a normalement des positions qui sont partagées avec Éric Zemmour et plus ou moins avec Jean-Luc Mélenchon sur la situation en Ukraine, mais sa discrétion donc ces dernières semaines semble payer puisqu'elle reste stable. Là où Éric Zemmour donc est en forte baisse. Donc lui il a perdu pratiquement 2 points en une seule semaine, donc c'est une très forte baisse. Et à l'évidence il paye ses prises de position très affirmées là-dessus. Ensuite donc Valérie Pécresse qui ne parvient pas à enrayer la baisse, même si elle a ralenti un petit peu. Mais effectivement, la dynamique reste négative pour elle. Et Jean-Luc Mélenchon qui est maintenant à tout petite encablure avec Valérie Pécresse. Alors, ce qui est intéressant avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que d'un côté, il condamne très fortement l'attaque de l'Ukraine par la Russie et Vladimir Poutine. Mais de l'autre, lorsqu'il s'agit de trouver des solutions, il reprend à son compte la plupart des revendications de Vladimir Poutine. Donc, il condamne le personnage, mais par contre, il soutient le contenu des propositions. C'est un peu la position donc de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise actuellement. Yannick Jadot qui tire son épingle du jeu, donc là il est un peu plus confortablement au-dessus des 5%. Bien évidemment, il profite de l'abandon de Christiane Taubira en bonne partie. Et donc après, je ne sais pas s'il profite vraiment des effets de guerre en Ukraine. Même si ses positions sont un peu plus proches de celles d'Emmanuel Macron. Mais là encore, le fait d'avoir des positions qui sont plus proches d'Emmanuel Macron, même si elles semblent assez populaires dans l'opinion publique, ne permet pas forcément de profiter pleinement de ces prises de position, puisqu'il y a un effet union sacrée autour de la nation qui profite de toute manière à Emmanuel Macron. Maintenant, nous allons passer à l'autre cap qui concerne seulement les instituts de sondage qui publient une fois par semaine. Donc là, par exemple, il y a eu OpinionWay, IFOP, Harris et Elab. Donc ils publient au moins une fois par semaine. Il n'y a pas que Cluster 17, parce que Cluster 17, ils sont en train d'ajuster la méthodologie. Dans le précédent, il y avait, en plus des 4 instituts que je viens de vous citer, il y avait Ipsos, Cluster 17 et que je dis pas de bêtises, BVA. Voilà. Donc ici, on voit toujours donc, une nette hausse d'Emmanuel Macron, donc 2,5 points en une seule semaine. On est dans le même zoo que dans le précédent, donc là on voit que ça ne change pas forcément beaucoup en fait. Marine Le Pen qui suit à 17,5%, donc un peu, en gros 10 points derrière. Éric Zemmour toujours en assez forte baisse, donc 1,5 point en une seule semaine. Valérie Pécresse qui ne parvient pas à enrayer la baisse aussi, qui se retrouve aussi assez proche de Jean-Luc Mélenchon, donc qui est juste en dessous des 12% à 11,88, qui augmente mais un peu moins aussi. Yannick Jadot. Alors là, ici, il ne profite pas de l'abandon de Christiane Taubira, mais est donné à 5,38 au-dessus des 5%. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc là, on voit que donc forcément, on a un premier tour assez particulier, puisqu'on a un candidat qui est donné entre 25 et 30%, de plus en plus proche de 30%, c'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, j'ai vu que
Si ça se trouve, il est toujours peut-être encore en train de monter ce lundi. On verra ça dans une autre vidéo. Suivi de Marine Le Pen qui arrive à bien tirer son épingle du jeu du fait de sa relative discrétion, si je puis dire, 17%, et qui surtout est beaucoup plus confortablement installé pour un second tour maintenant, sachant que ces deux principaux poursuivants, entre guillemets, sont dans des dynamiques négatives et assez loin derrière. C'est-à-dire qu'il y a 4 points d'écart entre elle et Éric Zemmour, par exemple. Ce n'était pas le cas il y a 1 ou 2 semaines. Il y avait vraiment un écart beaucoup plus faible. Jean-Luc Mélenchon qui est toujours dans une dynamique positive, mais un petit peu entravée, donc là encore, donc il a une position un petit peu mixte sur l'Ukraine, qui ne pénalise pas trop, mais qui ne lui permet pas de continuer sa belle lancée qu'il avait auparavant. Donc voilà, ce qui fait que du coup, pour la troisième place, ils sont 3 prétendants à la troisième place, donc on a la même remarque en prenant tous les instituts de sondage. Donc Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour peuvent prétendre à la troisième place. Et ça va commencer à être compliqué pour eux de pouvoir prétendre à la seconde place, donc à se qualifier au second tour, puisque c'est pas mal d'être en troisième place, mais ils commencent à avoir une marche assez élevée pour pouvoir concurrencer Marine Le Pen. Alors peut-être que Marine Le Pen va être victime d'une mauvaise dynamique d'ici là, ce qui pourrait relancer le jeu, notamment si elle devait baisser de 1 ou 2%, c'est sûr que si elle peut repasser à 15%, comme le promet certains instituts de sondage, ça ouvrirait à nouveau le jeu, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Si on prend le tableau d'ensemble, Marine Le Pen est assez bien installée autour de 17%, ce qui n'est pas le cas des autres candidats qui sont entre 12 et 13% et demi. Voilà. Maintenant, nous allons passer au second tour. Donc, pour le second tour, on n'a pas tout à fait les mêmes dynamiques, parce que cette fois-ci, la dynamique, on va commencer par Marine Le Pen. Alors certes, elle limite la casse, mais elle est dans une dynamique plutôt négative, puisqu'elle a perdu 1 point en 1 semaine ici, avec quand même un écart qui est supérieur à 10 points avec Emmanuel Macron. On notera que Valérie Pécresse, maintenant, c'est à 60-40%, donc c'est vraiment un très gros écart. Et Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 65-35%, comme on peut voir ici. C'est aussi un très très gros écart. Si vous vous posez la question, 2 instituts ont testé Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon. L'un donnait 63% pour Emmanuel Macron, l'autre 67%. En moyenne, ça fait un 65-35%, même niveau que Éric Zemmour. Donc là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les dynamiques sont plutôt favorables à Emmanuel Macron, en plus des écarts qui sont vraiment très importants. Pour ainsi dire, c'est difficile d'imaginer un autre vainqueur de la présidentielle qu'Emmanuel Macron maintenant. Si ce n'était pas le cas, ça serait vraiment une toute première dans la 5ème République. Alors peut-être qu'il peut se passer des choses. L'exceptionnel n'est pas impossible, donc le vote n'est pas fait, les sondages ne font pas le vote. Mais mine de rien, si avec les chiffres qu'on a ici, si Emmanuel Macron n'est pas élu, ça serait vraiment une première dans la 5ème République, parce que qu'ici, il n'y a aucun, que ce soit président sortant ou candidat, aucun candidat aussi bien placé a loupé la marche, et je peux lui dire, aucun candidat aussi mal placé pour ses concurrents ont réussi à devenir finalement président de la République. Des 43%, il y en a eu notamment en janvier. Ça, un score en janvier, c'est encore attrapable, mais là, nous sommes à 1 mois du premier tour, 1 mois et demi du second tour. Mitterrand peut avoir des campagnes où il était effectivement à 45% en janvier, mais pour finalement battre, donc à l'époque c'était Valéry Giscard d'Estaing, mais justement il les avait rattrapés et il était au moins au coude à coude avec Valéry Giscard d'Estaing la veille de l'élection. Là, c'est pas le cas. Ici, éventuellement, la remontada la plus marquée, c'était Nicolas Sarkozy donc contre Hollande, et à ce stade-là, il était déjà donné avec un écart quand même qui était moins défavorable. Et surtout avec une dynamique qui était positive depuis plusieurs semaines en fait. Donc il avait fait une grosse campagne, il avait même fait une campagne où il avait dépensé presque le double de ce qui était autorisé, donc c'est la fameuse affaire Big Malion. Et donc voilà, et malgré tout, il n'avait pas réussi à être élu au final. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire de cette élection. Donc c'est pas forcément très bon pour ma chaîne de dire qu'il y a peut-être moins de suspense que ça. Ceci étant dit, l'élection présidentielle, c'est pas juste l'élection d'une personne à un poste de président de la République, c'est aussi et surtout aussi une histoire de rapport de force politique entre différentes composantes, notamment dans l'opposition. Donc on a plusieurs oppositions, on n'est plus vraiment dans un duel droite-gauche maintenant, on est dans quelque chose de plus complexe. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de bataille entre Éric Zemmour
et Marine Le Pen au niveau de l'extrême droite, donc laquelle va passer au-dessus de l'autre. Et il y a une autre bataille aussi à gauche qui semble quand même un peu plus pliée à gauche, si je puis dire. Il y a aussi une bataille pour les Républicains qui, en termes de crédibilité, pour pouvoir prétendre envoyer une personne à la présidence de la République un jour. Ce sont d'autres batailles qui se jouent, qui sont tout aussi importantes, mais plus sur le long terme que sur le court terme. Donc on va voir ça. Donc là, c'est peut-être ce suspense-là sur lequel je vais peut-être un peu plus insister. Parce que c'est vrai qu'au niveau suspense, sur qui va gagner, bon, l'exceptionnel est toujours possible, hein, et rien n'est impossible, les sondages ne font pas d'élection, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde l'histoire, on a du mal, voilà, il faut vraiment beaucoup y aller avec la méthode Coué pour se convaincre qu'il y a un énorme suspense pour cette élection. Bon, j'espère que ça vous a plu ou pas trop déplu, donc désolé si jamais vous n'aimez pas Emmanuel Macron et que je suis en train de vous dire qu'il a de bonnes chances d'être réélu, mais là, c'est les chiffres qui disent ça, tout simplement. Et l'idée, c'est pas non plus de faire des trucs partisans et autres, hein, c'est de donner mes opinions réellement, ça je ferai en tout cas là bien, et puis ça serait sur des sujets spécifiques, non pas sur une personnalité en particulier, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, même si vous n'êtes pas du même avis que moi, commentez, et surtout argumentez en commentant, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, aussi bien pour la chaîne et que pour vous-même, c'est-à-dire que lorsque vous donnez des arguments, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus convaincant pour tout le monde que lorsqu'on fait simplement une liste de slogans où, bon, ok, on voit que vous avez donné le slogan, mais ça va pas beaucoup plus loin. Voilà, ben ciao, bye bye, puis ben donc à la prochaine. Au revoir.